Bonjour à tous, nous allons donc traiter le sujet proposé en exo d'entraînement pour réviser le devoir sur les deux premiers chapitres de neurologie. Donc ici on a un sujet qui nous traite de l'action du curare sur l'activité musculaire. Donc texte introductif, on va lire le sujet. Dans certaines tribus d'Amérique du Sud, les chasseurs enduisent leurs fléchettes de curare, donc un poison, une molécule, une substance extraite de certaines espèces de lianes, donc produites par des végétaux. Si la quantité de curare est suffisante, une fléchette peut entraîner la mort. Donc il l'utilise pour chasser et tuer des petits oiseaux. En s'appuyant sur les données apportées par les documents et sur les connaissances, expliquer le caractère potentiellement mortel d'une blessure par une fléchette au curare. Et donc nous avons un document de référence. Alors je vous rappelle, un document de référence, il est là pour vous aider en fait, donner des pistes d'interprétation, il vous redonne le cours en fait souvent. Donc ça peut arriver dans les sujets. Donc ce document de référence, il n'est pas à décrire et à analyser dans le sujet, il est plutôt à utiliser dans les interprétations des documents. Alors donc, je vous rappelle quand même comment marche une synapse. Une synapse, c'est donc la terminaison d'un neurone. Le message nerveux donc arrive sous forme électrique de potentiel d'action à la fin du neurone, au niveau de cette synapse. Cette arrivée électrique entraîne l'exocytose étape 2 des vésicules, migration des vésicules vers la membrane, qui libère donc dans la fente synaptique des molécules dont le rôle est de transmettre le message nerveux. On les appelle donc des neurotransmetteurs. Ici, les neurotransmetteurs sont des molécules particulières dans une synapse neuromusculaire qu'on appelle l'acétylcholine. Donc ces neurotransmetteurs traversent la fente synaptique, ils contactent des récepteurs qui sont sur la membrane ici de la cellule musculaire. Cette interaction entre le neurotransmetteur et le récepteur se fait sur la base d'une reconnaissance spatiale, donc de forme. Le neurotransmetteur a une forme positive, le récepteur a une forme négative de ce récepteur, de ce neurotransmetteur, pardon. Et ça crée donc dans la cellule de nouveaux potentiels d'action, ici musculaires, mais on pourrait avoir de nouveaux potentiels d'action électriques si c'était un neurone. Ça marcherait pareil. Et enfin, dernière étape, dégradation et recyclage rapide de l'acétylcholine, du neurotransmetteur, lorsque le message nerveux a été transmis. Donc ça, c'est le cours. Donc là, sympa, il nous file le document qui nous permettra d'interpréter les documents. Bien. Donc, pardon, j'ai eu un petit bug. Voilà, premier document nous présente, sous forme de schéma et de texte, le contrôle nerveux de l'activité respiratoire. Donc les mouvements respiratoires, la ventilation pulmonaire sont liés à des muscles, deux types de muscles, les muscles intercostaux entre les côtes et le diaphragme ici, qui est un muscle qui sépare votre cage thoracique de la cavité abdominale. Quand ces muscles se contractent, ils font enfler le volume de la cage thoracique, ce qui permet de faire une dépression dans les poumons et donc ça entraîne l'entrée d'air liée à l'inspiration. Le relâchement de tous ces muscles entraîne l'effondrement de la cage thoracique, augmentation de pression dans les poumons et la sortie de l'air. Tout ça permet la ventilation et donc la respiration. Fonction, n'est-ce pas, vitale au niveau biologique. Bien, qu'est-ce que nous présente ce schéma? Qu'est-ce qu'on observe? On observe que ce mouvement respiratoire, il est lié au bulbe rachidien avec des neurones qui envoient des messages nerveux vers ces muscles respiratoires. On sait que ces neurones qui entraînent la contraction des muscles sont des neurones moteurs ou des motoneurones. On sait également que le bulbe rachidien, c'est une partie du cerveau responsable en fait de mouvements automatiques involontaires. On a donc ici un schéma d'une commande nerveuse des mouvements respiratoires qui est automatique et involontaire. Probablement, si on met une hypothèse par rapport à notre sujet, que le curare est potentiellement mortel puisqu'il agit sur cette fonction respiratoire en agissant soit sur le système nerveux, soit sur le système musculaire, soit sur la jonction entre les deux, et donc bloque la respiration et entraîne la mort. Donc notre document 2, c'est une photographie aux microscopies électroniques qui nous montre donc une coupe histologique, une coupe des tissus du diaphragme du rat. Le diaphragme, c'est un des muscles respiratoires. Et on nous indique que la coloration que l'on va observer dans cette photo de microscopie électronique est liée à la présence de neurotransmetteurs comme l'acétylcholine au niveau de ce diaphragme. Et donc, ça permet, si on voit cette coloration, de localiser
des synapses neuromusculaires entre les neurones et les muscles. Donc on voit sur cette photo que cette zone du diaphragme, ces cellules musculaires, sont très très riches en points noirs, en coloration, qui marquent l'acétylcholine, ce neurotransmetteur, et donc ça veut dire que le diaphragme est très très richement contacté par les cellules nerveuses. Nous montrons ici donc que ces muscles, puisqu'on nous dit aussi que les muscles intercostaux pourraient présenter la même chose, donc que ces muscles sont des zones contactées par les neurones qui créent les mouvements respiratoires. Troisième document, donc représente et décrit sous forme de schéma les expériences de Bernard Katz, qui était donc au XXe siècle un biophysicien qui étudie le fonctionnement des synapses neuromusculaires. On nous présente tout d'abord son dispositif expérimental, où on observe donc qu'il utilise un dispositif électrique de stimulation au niveau d'un neurone et un dispositif d'enregistrement de l'activité électrique dans la cellule musculaire. Donc, il stimule, ça c'est sa variable, un neurone, et il enregistre, ça mesure dans la cellule musculaire le potentiel d'action musculaire. Donc, il enregistre premier enregistrement témoin, première expérience témoin. Il enregistre sans curare, il ne met pas de curare dans son expérience, et voilà ce qu'il enregistre. Au moment de la stimulation, il observe donc un potentiel de repos de la cellule musculaire, puis au moment de l'arrivée du message nerveux au niveau de la synapse neuromusculaire, on observe une dépolarisation qui correspond, si on interprète, à un potentiel d'action post-synaptique excitateur, puisqu'il dépolarise la cellule musculaire pour l'amener vers son seuil qui va générer du message nerveux. Et en B, ici, vous voyez le pic d'une centaine de millivolts, qui est donc le potentiel d'action musculaire. On a donc eu une transmission du potentiel d'action qui s'est créé là-haut sous forme électrique, dans la synapse ensuite sous forme chimique, puis enregistré à nouveau sous forme électrique au niveau de l'électrode réceptrice. Donc le délai entre le pic et la stimulation correspond à cette transmission électrochimico-électrique du message nerveux. Ensuite, nous avons donc une deuxième expérience où l'expérimentateur rajoute le curare dans sa synapse et stimule. Et qu'est-ce qu'on observe dans ces cas? On observe que le curare perturbe la transmission synaptique, puisque le potentiel post-synaptique excitateur est beaucoup plus faible et qu'il n'y a pas de potentiel d'action musculaire. Effet de tout cela, si on interprète, c'est que la cellule musculaire ne générera pas de potentiel d'action, ne se contractera pas, ce qui sera l'origine de paralysie dite flasque. Vous voyez quantitativement que l'absence de ce potentiel d'action musculaire est liée en fait à une dépolarisation bien plus faible. On passe en gros de 20 à 30 millivolts contre en fait 30 à 55 millivolts de manière témoin, liée à cette action du curare qui va perturber, vous voyez, en 20 à 30 par rapport à 55, qui va perturber l'interaction acétylcholine-récepteur au niveau de cette transmission synaptique. Le document 4, c'est donc une visualisation moléculaire sous forme de schéma des actions du curare sur le récepteur spécifique à l'acétylcholine. Vous avez le récepteur en noir et les molécules en bleu, le curare à droite et l'acétylcholine à gauche. Tout d'abord, ce qu'on peut observer, c'est que l'acétylcholine interagit avec le récepteur selon une complémentarité de forme. Vous voyez que l'acétylcholine a une forme positive et le récepteur, c'est comme un creux qui accueille cette acétylcholine. Ce qu'on peut voir quand on rajoute du curare, c'est que cette interaction entre le récepteur et la molécule est gênée puisque le curare prend la place de l'acétylcholine sur son récepteur. C'est ce qu'on appelle une inhibition compétitive. Le curare prend la place de l'acétylcholine pendant plusieurs dizaines de minutes, ce qui peut du coup entraîner la mort, puisque si on bloque la respiration de manière flasque, que les muscles ne se contractent plus, le petit oiseau qui est contaminé par exemple par la flèche va mourir d'asphyxie. Donc l'interprétation
présentation, hein, c'est que le curare agit sur la synapse neuromusculaire en gênant l'interaction acétylcholine-récepteur. Conclusion, la modalité d'action du curare s'explique puisqu'il y a un intermédiaire chimique au niveau de la transmission synaptique, qu'il a agi donc sur les récepteurs post-synaptiques en prenant la place de l'acétylcholine sans en provoquer d'effet. C'est ce qu'on appelle une inhibition compétitive, et donc que cette inhibition compétitive empêche la potentielle d'action post-synaptique de générer un potentiel d'action musculaire. La cellule musculaire ne se contracte pas, les mouvements respiratoires sont bloqués, ce qui entraîne la mort des petits animaux chassés par les fléchettes au curare. Et voilà, merci à tous.